Et on en parle à l'aune de ce qu'il s'est passé hier dans le métro parisien. Une des trois femmes ont été poignardées, trois innocentes donc ont été attaquées par un individu. Le suspect avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Il faisait l'objet d'une OQTF en 2025. Le suspect reste présumé innocent à ce stade. Je salue Eric Nolot qui nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Bonjour On est à tous. toujours avec Mathieu Hoc. Dans un instant, on sera en direct avec Fanny, une auditrice qui veut parler de l'insécurité, mais l'insécurité du côté de Marseille, parce que ça touche toute la France, les grandes villes comme les petites communes, bien sûr. Ce qui m'a sidéré dans cette triple attaque au couteau, c'est l'un des paragraphes du ministère de l'Intérieur qui a le mérite de faire toute la lumière après quelques heures seulement. Je vais vous le lire parce qu'il y a tout dans ce paragraphe, toute la faillite sécuritaire, migratoire et judiciaire. Voilà ce qui est dit. Le suspect reste présumé innocent à ce stade. L'enquête judiciaire sous l'autorité d'un magistrat est confiée à la Sûreté régionale des transports étant en cours. Bon, de nationalité, et là il parle du suspect, de nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire national. Cet individu, déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants, a été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement. Il est libéré 1 an et demi plus tard, libéré en juillet 2025, condamné pour agression sexuelle, vol aggravé, libéré quelques mois plus tard, donc en juillet 2025. Et je cite le communiqué du ministère, eu égard à sa situation administrative, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été placé en centre de rétention administrative. L'éloignement n'ayant pas pu aboutir, l'éloignement n'ayant pu aboutir dans le délai légal de 90 jours, faute d'obtention d'un laissez-passer consulaire, en l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence. Il était actuellement sous mandat de recherche. Je résume, vous avez un individu condamné en 2024, janvier 2024, pour agression sexuelle, vol aggravé. Il va faire que quelques mois de prison. Il va être libéré en juillet 2025. Il va être placé dans un CRA. Sauf que le délai maximum dans un centre de rétention administratif avant d'être expulsé, c'est 90 jours. Pendant ces 90 jours, la France ne va pas obtenir de laissez-passer consulaire venant du Mali. Et donc, il va être libéré sous contrôle judiciaire qui n'est pas respecté, mandat de recherche puisqu'il ne respectait pas ces conditions-là. Et on arrive donc au lendemain de Noël, décembre 2025, et il va se lancer dans un périple criminel et faire 3 victimes, puisqu'il va poignarder 3 innocentes, 3 femmes. Et c'est un miracle aujourd'hui que ces 3 femmes aient eu des blessures physiques légère, mais c'est la dernière fois que je prononcerai ce mot parce que la blessure psychologique, personne n'est capable aujourd'hui d'imaginer le réveil ce matin de ces 3 victimes qui étaient tranquillement dans le métro et qui se sont faites agresser et attaquer au couteau. Fanny est en direct avec nous. Ici, comme Fanny, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Bonjour Fanny. Bonjour. Et j'aimerais tellement vous parler d'actualité positive, heureuse bien sûr, ou du moins de sujets qui nous permettent de comprendre que l'État est en train de tout faire pour que des drames soient évités. Et que les choses politiquement avancent. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez Fanny, quand vous avez écouté cette nouvelle actualité, ces femmes poignardées, que ce sujet... on aurait pu le faire la semaine dernière, on aurait pu le faire il y a 6 mois, on aurait pu le faire il y a 2 ans, on aurait pu le traiter il y a 3 ans, bref, et que la semaine prochaine, on pourrait avoir la même situation, Fanny. Tout à fait. Malheureusement, mais ce dont nous entendons parler dans les radios, dans les télés, ne sont qu'une infime proportion de ce qui se passe réellement en France à l'heure actuelle. On entend parler des faits les plus extraordinaires, les plus émouvants, les plus touchants. Mais malheureusement, c'est des choses comme ça tous les jours, dans chaque ville de France, dans les villages maintenant également. Mmh. Et c'est dramatique. Vous parliez d'insécurité. Moi, je ne me sens pas en insécurité en France, je me sens en danger. L'insécurité n'est plus le terme approprié depuis de nombreuses années, je pense. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, là, non, la politique ne fait pas ce qu'il faut, mais
au-delà de la politique, c'est sociétal. Qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter pour être en sécurité? Qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter pour pouvoir mettre un terme à certaines choses? Peut-être aussi, il faudrait-il un jour enfin parler de la responsabilité des juges. Tous les métiers ont une responsabilité. Je suis infirmière, je suis responsable de ce que je fais. S'il se passe quelque chose, je peux être poursuivie. Pourquoi pas les juges? Pourquoi les magistrats, eux, sont la seule profession exclue de ça? Mais c'est une vraie question que les Français se posent, Fanny. Et puis vous avez eu cette formule, moi je vais la reprendre parce que elle est essentielle. Nous ne sommes pas en insécurité, nous sommes en danger. Vous nous appelez depuis Marseille. Vous vivez à Marseille depuis combien de temps, Fanny? J'y suis née. Vous êtes née à Marseille. Alors évidemment, j'ai 48 ans. Et j'allais pas vous demander votre âge, chère Fanny. Mais donc vous êtes marseillaise de cœur et de sang. Et vous avez vu, par exemple, vous qui parlez de mise en danger de la population, ou du moins du danger, du côté de Marseille, par exemple, il y a évidemment le narcotrafic, mais il n'y a pas que le narcotrafic. Et cette insécurité, vous l'avez vu se développer dans la cité phocéenne, Fanny? Tout à fait. Il y a effectivement le narcotrafic qui a énormément évolué au fil des années. Avant, ceux qui dealaient dans la cité, c'était ceux qui habitaient dans la cité. Donc, ils n'allaient pas vous agresser, vous voyez. Ils nettoyaient les halls d'immeubles, ils aidaient les mamies, les papiers à porter leurs courses, à monter les étages. Donc ça, c'était il y a 20 ans. À l'heure actuelle, ceux qui dealent ne font même plus partie de la ville, ne sont même pas français, sont parfois, pas une généralité évidemment, hein, mais parfois torturés, parfois contraints d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, ils ne peuvent pas en sortir en fait. Et après, vous avez le côté sociétal. L'être humain est redevenu une sorte d'animal. Et c'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Merci Fanny pour votre témoignage. Ici, comme Fanny, vous souhaitez prendre la parole et réagir en direct, un numéro 01 80 20 39 21. Cette phrase, c'est vrai qu'elle marque, elle choque, elle nous percute, Éric Nolot et Mathieu Hoc. Elle dit « Je ne suis pas en insécurité, je suis en danger ». Et que fait l'État aujourd'hui? Vous pensez, quel est le regard de l'éditorialiste, l'écrivain que vous êtes, celui qui voit la société évoluer après ce qui s'est passé hier dans le métro parisien, Éric Nolot? D'abord, j'ai une pensée pour tous ceux qui vont essayer de nous expliquer que ça relève du fait divers et non pas du fait de société, quand ça se répète aussi régulièrement, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire quand on a appris l'agression, on a eu en tête, moi je me suis dit, on va découvrir qu'il est sous OQTF, en situation irrégulière. Il y a une sorte de récit qui se répète. Donc on est très loin du fait divers, on est dans le fait de société. Et puis vous avez résumé tout à l'heure la machine administrative. Et la machine administrative française, que ce soit envers les étrangers ou envers la délinquance à Marseille et ailleurs, c'est une machine à produire des drames en fait. C'est une machine qui ne se remet jamais en cause et qui produit ce genre d'individus à la chaîne. Moi j'ai fait l'autre jour c'était moitié plaisant mais moitié sérieux. Je pense qu'il faut maintenant, de toute urgence, éloigner ces individus de la métropole. C'est-à-dire les mettre dans des territoires, alors pas Saint-Pierre-et-Miquelon comme l'avait proposé Laurent Wauquiez, parce qu'il y a des gens qui habitent là, je trouve ça irrespectueux, mais des territoires beaucoup plus déserts qui appartiennent à la France, et les éloigner parce que ces gens représentent une menace pour la communauté. Et il faut faire un grand salto arrière philosophique. Il faut arrêter de privilégier le droit individuel sur le droit collectif. Il faut protéger la communauté contre ce genre d'individus. C'est une révolution philosophique, doctrinale, bien sûr. Tout à fait. Mais écoutez, je ne vois pas d'autre solution. À force de privilégier les droits individuels, on en vient à mettre en danger la communauté. La communauté était représentée par ces trois femmes. Demain, dans le métro, évidemment, nous avons des pensées pour elles, et elle sera incarnée demain par quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas continuer comme ça en disant « Ah, bah tant mieux, en fait, il n'y a pas eu de mort, il n'y a que 3 blessés. » Vous comprenez, voilà, le premier devoir de l'État, c'est de protéger les citoyens français. Mais on a aujourd'hui un État irresponsable, au sens propre comme au sens figuré. Irresponsable pourquoi? Parce que vous croyez qu'il y en a un qui va avoir le courage de dire « on s'est planté ». Non. On s'est trompé sur les questions de sécurité, on s'est trompé sur les questions migratoires. Vous croyez qu'au Conseil constitutionnel cet été, eux qui ont censuré
l'augmentation de la durée de rétention pour les personnes qui sont justement dangereuses, condamnées pour des crimes et des délits. C'était le projet de Bruno Retailleau. Vous croyez qu'au Conseil constitutionnel, il y a Monsieur Ferrand qui va prendre la parole dans les prochaines heures pour dire c'était peut-être une erreur que de censurer l'allongement de la durée maximale de rétention pour les étrangers jugés dangereux? C'est de 90 jours. On n'est même pas à la moyenne européenne. On a voulu le prolonger, quand je dis on, c'est le ministre de l'Intérieur a voulu le prolonger de 210 jours, d'arriver à 210 jours. D'accord? Ça a été censuré. Mais les lois immigration détricotées, la loi sur la délinquance des mineurs détricotée par le Conseil constitutionnel, et je pourrais vous en faire comme ça, la loi narcotrafic détricotée par le Conseil constitutionnel. Mais là, dans le cas d'espèce, c'est pire, parce que là, on a affaire à un individu qui avait déjà commis des actes très graves. Moi, je trouve que dans ces cas-là, il devrait y avoir des procédures particulières. C'est pas seulement l'allongement de la rétention, ces gens-là doivent être expulsés d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils représentent un danger double. D'abord, ils sont en situation irrégulière, ce qui n'est pas normal, et ensuite, ils ont déjà commis des actes graves, donc on peut s'attendre à ce qu'ils en commettent d'autres. Et les Français sont d'accord avec vous. On avait produit ce sondage. Bon sens est partagé, en attendant leur expulsion, faut-il emprisonner systématiquement tous les étrangers sous OQTF auteurs de crimes et délits? 86% des Français répondent oui, 14% répondent non. En attendant leur expulsion, faut-il emprisonner donc systématiquement? Quand vous allez dans le détail à gauche, c'est quasiment 8 sympathisants de gauche sur 10 qui disent oui. Majorité présidentielle, 85%. Et à droite, c'est 9 Français sur 10. Donc ça fait consensus. Ça fait consensus. L'inaction de l'État et l'irresponsabilité de certains responsables politiques, je vais arrêter de parler de responsables quand je vais dire responsables politiques, a des conséquences dramatiques aujourd'hui au quotidien, Mathieu Hoc. Oui, en effet, on est dominé par une logique de culture d'irresponsabilité à tous les niveaux. Irresponsabilité des politiques qui ne se remettent jamais en question sur leur bilan, alors que le bilan sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, est formel. 10% de taux d'exécution. Quand on a 10% de résultats à une politique publique, c'est que manifestement, il y a un véritable problème. On est sur une situation qui est désastreuse. D'autant plus lorsqu'on se compare à d'autres pays européens, où la moyenne des pays européens est à 30% de taux d'exécution, ce qui est déjà assez faible. Donc ça, c'est le premier point. Irresponsabilité politique. Irresponsabilité ensuite, et Fanny a raison de le dire, des magistrats, que ce soit dans le cadre administratif ou des sages du Conseil constitutionnel. Mais si on revient spécifiquement sur le cas qui a eu lieu donc, de cette OQTF qui a blessé 3 femmes, on a des juges, ou un juge, ou des juges qui l'ont libéré quelques mois après sa détention, au motif qu'il pouvait être expulsé dans 90 jours, puisque le tribunal, la préfecture avait du coup réussi à délivrer une OQTF, tout en sachant pertinemment, ces juges auraient dû le savoir pertinemment, qu'elle n'allait pas être exécutée puisque l'OQTF était à destination du Mali, dont les relations diplomatiques sont rompues avec la France depuis un certain nombre de temps. Donc en fait, on se dit à la place d'un juge, comment un juge a-t-il pu penser que cette personne allait pouvoir être expulsé par le Mais on sait qu'il a été jugé et condamné et écroué à partir de janvier 2024 pour agression sexuelle et vol aggravé. En revanche, on ne connaît pas le quantum de la peine. On ne sait pas s'il avait été condamné à 1 an et demi de prison ou s'il avait été condamné à plus. C'est une vraie question à laquelle on n'a pas pour l'instant la réponse. Et puis ensuite, là où vous avez raison, c'est que la délivrance des OQTF ne veut pas dire exécution des OQTF. Seulement 10% des OQTF ont été exécutés en 2025 sur les 9 premiers mois. Alors qu'on a un président de la République qui nous a promu 100% des OQTF exécutés dès 2019. Oui. Donc en fait, on nous prend pour des imbéciles et on est incapable de se remettre en question au plus haut sommet de l'État. Bruno est en direct avec nous. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. C'est Bruno. Excusez-moi, parce que je suis sur l'autoroute, là, je vais essayer de m'arrêter. Mais vous ne conduisez pas, j'espère, Bruno. Justement, alors, vous savez ce que je vais faire, cher Bruno, pour des raisons évidentes de sécurité et parce que je pense à vous et je pense aussi aux gens qui sont sur l'autoroute. Vous nous rappelez dans quelques instants lorsque vous aurez trouvé... Je suis sur de repos. Ah bah alors c'est bon.
Alors c'est bon, là Voilà, on peut échanger ensemble, mais Voilà. on tout à fait fait. gaffe quand même. Vous imaginez, Bien sûr qu'on fait gaffe, Elliot, vous avez raison. on prend des risques, cher Bruno. Faut pas les prendre justement. Alors l'insécurité dans les transports en commun et ce qui se passe avec cette histoire, c'est l'histoire sans fin, c'est l'histoire qui se répète. Claire Géronimi, qui, vous savez, cette jeune femme qui a été violée par un OQTF il y a quelques années et qui s'est battue justement pour prendre la parole en disant mais ce drame-là, il faut plus que ça arrive. Mon cas est malheureusement une affaire qui s'est trop souvent répétée. Il ne faut plus que ça arrive. Elle a tweeté: notre gouvernement n'apprend donc jamais de ses erreurs. David Lisnard aussi, son message est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il se pose les questions que tous les Français se posent. Comme tout le monde dans la vraie vie, dit David Lisnard, le maire de Cannes, gouvernants et magistrats doivent rendre des comptes. Commençons par ce cas. 1. Quels magistrats, avec un S, ont pu libérer un agresseur sexuel quelques mois après sa condamnation ? Quelles sanctions ? Que fera le fameux Conseil supérieur de la magistrature ? Que fera le gouvernement ? 2. Même face au Mali, nous sommes impuissants. Nos dirigeants ne sont pas capables, avec ce pays non plus, de faire respecter une OQTF. Cette impuissance publique constitue le plus grave danger pour nous, habitants, en matière de sécurité. Bruno. Je vais vous raconter 2 histoires par rapport à mon épouse dans le métro parisien. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Donc c'était cet été, par exemple, dans le métro. On l'a agressée verbalement, on l'a traitée de sale sioniste. Voilà. Elle avait son étoile de David apparente, hein, il faisait très chaud. Et la personne a crié ça assez fort. Mon épouse n'a pas répondu. Et en fait, elle est descendue à la station suivante. Vous voyez, personne n'a osé faire quoi que ce soit. Donc ça, c'était le premier événement. Et le deuxième, c'était différent. C'était il y a 5 ans. On était en été, elle était en jupe, correcte. Et puis, il y a un homme, qui lui a craché sur l'épaule et qui lui a dit vous n'avez pas honte. Voilà, vous n'avez pas honte, parce qu'elle était en jupe. Et elle lui a répondu, monsieur, elle ne s'est pas démontée, elle a crié assez fort. Nous sommes en France, je suis en France, dans un pays civilisé, nous ne sommes pas à Kaboul, monsieur. Voilà ce qu'elle lui a dit. Et cette personne-là s'est excusée. Voilà pour vous préciser, pour un petit peu raconter la situation. Cette personne s'est excusée. Et donc ça a calmé tout de suite, vous voyez un peu la situation. Voilà ce qui est arrivé à mon épouse dans le métro. Elle le prend d'ailleurs aujourd'hui, elle le prend régulièrement, et ça aurait pu être elle, puisqu'elle travaille vers Rivoli. Donc ça aurait pu être elle, comme n'importe quelle femme, les mésaventures qui sont arrivées hier. Mais vous disiez, pour résumer, vous parliez du gouvernement. Bon, je ne vais pas être trop brutal, mais comme une certaine personne dit souvent, je pense que malheureusement, si le logiciel ne change pas dans les années qui arrivent, je pense qu'inévitablement, tous les Français le savent, on va à une catastrophe. On va à une catastrophe nationale. Et voilà. Et le problème, c'est que vous le savez comme moi, le logiciel ne changera pas comme ça. Les Français le savent. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. Voilà. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde, et c'est ce qui crée aujourd'hui aussi cette frontière, ce barrage entre les politiques et les Français. Quand on vous promet 100% des OQTF exécutés et que 8 ans plus tard, il n'y en a finalement que 11%. Les gens ne le comprennent pas. Quand on vous dit s'attaquer à un policier, c'est s'attaquer à la République, s'attaquer à un professeur, c'est s'attaquer à la République, s'attaquer à des innocents, c'est s'attaquer à la République, et que les drames se répètent et se suivent et se répètent, et finalement on a les mêmes problématiques, les Français ne croient plus justement en nous gouvernants. L'affaire, là, les 3 femmes qui ont été poignardées dans le métro nous rappellent bien évidemment, et je voudrais avoir une pensée aussi pour la famille de Philippine. Septembre 2024, cette étudiante qui est retrouvée dans le bois de Boulogne, et son bourreau est un homme de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, condamné déjà en octobre 2021 pour des faits de viol commis en 2019. Alors qu'il était mineur, il avait été libéré fin de peine au mois de juin 2024. Visé par une OQTF, il avait passé un certain temps dans un centre de rétention administratif, mais faute de laissez-passer consulaire, il avait été libéré et il avait commis le pire sur la petite Philippine.
Éric Nolot. Un dossier dans le dossier. Vous avez évoqué Philippines, nous avons évoqué ces 3 femmes dans le métro. Notre auditeur a relaté 2 agressions dont a été victime son épouse. Je pose une simple question, où sont les féministes ? Ah, bah tout oui, cela mais c'est pas les concerne bonnes des victimes. femmes. Mais oui, mais Les femmes Eric, sont c'est des pas les bonnes cibles victimes. privilégiées apparemment dans le métro et ailleurs. Où sont les féministes Mais c'est pour pas les essayer bonnes d'intervenir victimes. sur les causes Mais bien de sûr. ces agressions contre des femmes? Mais, Non, mais bien apparemment sûr. les victimes ne sont pas les bonnes et les bourreaux ne sont pas les bons. Mais vous avez entièrement raison. Après cette agression, cette triple agression dans le métro, je regardais par exemple Mathilde Panot. C'est pas n'importe qui. Mathilde Panot, c'est la présidente des députés La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc c'est la chef de file de LFI. J'ose imaginer que la France Insoumise est très attachée aux droits des femmes, à la protection et à la sécurité des femmes. Vous croyez qu'elle a tweeté pour apporter son soutien aux 3 victimes? Non. Bah, pas encore. Peut-être qu'elle le fera. Madame Chikirou, qui est la candidate de la France Insoumise à la mairie de Paris, candidate officielle. Vous croyez qu'elle a communiqué, du moins ce matin, à 9h du matin, elle ne l'avait pas encore fait. Les faits remontent à 16h50 la veille. On l'a connu plus rapide sur d'autres sujets. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que cette sécurité du quotidien et cette insécurité dans les transports en commun, on peut se retourner et donner la parole surtout aux femmes qui sont dans le studio, et notamment à vous, Estelle Lafont. C'est vrai. Vous prenez régulièrement les transports Tous les en commun. jours pour venir à Europe 1, puisque j'ai 1h20 de transport pour me déplacer de mon domicile à la radio. C'est pas forcément sur moi que ça peut tomber, mais j'en vois presque tous les jours, que ce soit même simplement verbal. Ça peut être des gestes, des frotteurs. Ça m'est déjà arrivé, moi, dans le cas précis, dans le bus, par exemple, quand c'est bondé à des heures de pointe. Ça peut être des choses un petit peu, entre guillemets, cachées. On n'a pas l'impression que tout le monde s'en rend compte, mais quand nous on en est victime, et c'est aussi ça qui est terrible, je pense, sur certaines femmes, c'est qu'on en a honte quand ça nous arrive, alors que c'est pas aux victimes d'avoir honte. Bien sûr. Exactement. Et est-ce que vous avez, ces derniers mois, ces dernières années, vu cette insécurité grandir et donc peut-être changer vos habitudes? J'ai pris l'habitude, maintenant que j'ai un véhicule, parce que pendant longtemps, habitant en région parisienne, on a énormément de lignes de transport en commun, ce qui peut nous permettre de nous déplacer avec les bus, les trams et les métros. Eh bien, je me suis acheté une voiture il y a 2 ans de ça, et ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai des horaires un petit peu en décalé, notamment à la tombée de la nuit le soir, de faire mon trajet domicile Europe 1 en voiture. Et de privilégier la voiture plutôt que les transports en commun. Je suis toute seule, et au moins je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver, hormis des accidents de la route également. Et on ne sait jamais, vous pouvez vous faire agresser. Est-ce que c'est aux femmes de s'adapter à la délinquance? Bien sûr que non, Éric Nolot. Mais c'est insupportable d'ailleurs. C'est insupportable. Et combien de femmes témoignent à chaque fois en disant je vais changer mes habitudes, par exemple, si la rame n'est pas bondée, je vais peut-être changer de rame, de plus prendre le métro seul à partir d'une certaine heure. Il y a des femmes qui changent, vous savez, avant de prendre le métro, qui se changent. Des cas concrets. Mathieu Hoc, cette insécurité, je crois que c'est Bruno qui parlait de logiciel, mais ce logiciel, il est rayé. C'est un logiciel rayé depuis 40 ans peut-être. C'est 40 ans d'inaction, 40 ans de lâcheté, diraient certains. Depuis 40 ans, le logiciel qui gouverne aujourd'hui sur les questions de sécurité, c'est un logiciel qui est socialiste. C'est de considérer qu'en réduisant la pauvreté, vous allez réduire la délinquance. En réduisant la pauvreté, vous allez réduire le narcotrafic. En réduisant la pauvreté, et donc en mettant le paquet sur les dépenses sociales, c'est pour ça que les dépenses sociales ont explosé dans notre pays, et bien finalement, vous allez protéger davantage la population, puisqu'il y aura moins de pauvreté, donc moins de délinquants. On voit bien que ce logiciel est complètement rayé, puisque les dépenses sociales ont explosé dans notre pays. Elles sont passées de 10% du PIB en 1980 à 33%, et résultat, on a 9 millions de pauvres, toujours autant de pauvreté et toujours plus de délinquance. 350 000 personnes qui sont mises en cause chaque année dans notre pays pour des coups et blessures, donc pour les violences contre les personnes, contre moins de 50 000 au début des années 80. Donc on a plus de délinquance malgré les dépenses sociales. Et en revanche, et c'est là où souvent les professionnels, quand vous interrogez Axel Ronde, vous interrogez des professionnels du monde de la justice, on se dit mais ils nous disent toujours, il nous manque des moyens. Il manque des moyens dans la police. Il manque des moyens dans la justice. On peut même dire il manque des moyens dans l'armée aussi également. Bien sûr, il manque des moyens on peut en trouver des protéger. moyens. Je peux vous dire, il y a des services qui coûtent. Il y a des services qui coûtent très cher, plusieurs milliards d'euros, et qu'on pourrait récupérer justement pour apporter plus de moyens sur les priorités des Français, à savoir notamment la question sécuritaire. Un petit calcul que j'avais fait, c'est que 12% du PIB en 1980 était dévolu aux questions de sécurité.
donc régalienne. Si on faisait le même calcul aujourd'hui pour le budget qui va être voté ou pas, peu importe, on serait à 200 milliards de dépenses sur le périmètre armée, justice et sécurité, donc ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on dépense que 100 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait doubler notre investissement sur la sécurité. Voilà aujourd'hui ce que nous coûte notre désengagement sur la question de sécurité. Si vous avez au plus haut sommet de l'État quelqu'un qui ne considère qu'on brainwash sur les faits divers, qu'il y a un sentiment d'insécurité et que ces faits-là ne sont pas des faits de société, n'imaginez pas qu'il va y avoir justement le paquet qui va être mis sur les questions régaliennes et pas forcément seulement la question de l'armée. Quand vous parlez de logiciel, là aussi c'est très intéressant. David Béliard, qui est candidat de la gauche unie aux élections municipales, il a tweeté hier: merci aux forces de l'ordre et aux équipes pour leur réactivité. Tous mes vœux de prompt rétablissement et soutien à ces 3 femmes agressées. L'agresseur, et là il cite, aurait des troubles mentaux, il ne retient que ça. Renforcer la prise en charge des personnes psychologiquement fragiles est une urgence. Et quelqu'un lui a répondu, c'est le directeur général de Nouvelle Énergie, Romain Marcilly, qui lui dit non. L'urgence, c'est que les criminels violents ne soient pas relâchés et que les dangers publics sous OQTF dégagent du pays. Et David Lisnard, juste en dessous, a marqué « voilà, point ». Chacun ses priorités. Et puis après, c'est aux Français de décider. Oui. C'est aux Français de savoir qui ils veulent à la tête des mairies, qui ils veulent à la tête de l'État. C'est très intéressant. Le cas, par exemple, de Bordeaux est passionnant. Le maire de Bordeaux, il ne voulait pas armer sa police municipale, Éric Nolot. Et un jour, il a dit « j'ai été rattrapé par le réel ». Et donc, il a décidé d'armer une partie de sa police municipale. J'ai été rattrapé par le réel. Ouais, ça, c'est une clé de. Peut-être que c'est le réel du calendrier quelques mois avant les élections municipales. C'est souvent comme ça. Mais enfin, après tout, on a les illuminations qu'on peut. Mais je crois que vraiment, le grand match de l'époque, c'est la réalité contre le déni de réalité. La réalité est en train de gagner petit à petit, mais c'est très très lent. Et ce que vous avez lu là comme intervention de M. Béliard, moi, je trouve ça révoltant, en fait. Ouais. Je trouve ça révoltant parce que moi, je pense à ces 3 femmes qui peut-être ont lu ce message. Et leur tragédie est réduite à un petit tweet avec des sous-entendus politiques. Il n'y a pas de problème. Cet homme, il n'est pas question de ce qu'il a commis, il n'est pas question qu'il était en situation irrégulière, etc., etc. Et surtout, ça veut dire ne faisons rien jusqu'à ce qu'un nouveau drame se passe. Moi, je trouve que là aussi, il y a une forme d'irresponsabilité. Puis vous savez, vous parliez des grandes paroles et des promesses non tenues. Il était aussi question que plus personne ne dorme dans la rue. On a appris le décès de 2 SDF pendant la vague de froid. Donc, enfin, tout ça, c'est un schéma, en fait. Rien n'est tenu ni sur l'immigration en général, ni sur les OQTF en particulier, ni sur le sort des SDF. En effet, où va l'argent ? Où va l'argent sur ces dossiers on en parlera, c'est un vrai sujet effectivement, parce que la question des sans domicile fixe, la promesse d'Emmanuel Macron, plus personne dans la rue, je crois que c'était une promesse faite en 2017. Mais là, je vais vous citer Emmanuel Macron, 15 octobre 2017, il est sur le plateau de TF1, il est interrogé par Gilles Boulot, et il va dire « Toutes celles et ceux », toujours dans la bonne formule, toutes celles et ceux bien sûr, étant étrangers en situation irrégulière, qui commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Il ne dit pas devraient être expulsés, seront expulsés. Voilà. Donc il l'affirme, oui. Il le promet aux Français. 2017, 2 ans plus tard, chez nos confrères de Valeurs Actuelles, on lui parle de l'exécution des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Mon objectif, dit Emmanuel Macron, c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Combien ? Point d'interrogation, 100%. Il avait donc en 2019 promis 100% d'obligation de quitter le territoire français. Donc est-ce qu'un jour ou l'autre, ces personnes qui ont fait ces promesses vont en quelque sorte faire amende honorable, vont dire on s'est planté, on est en situation d'échec, il faut l'assumer. Voilà. C'est difficile de dire ça, Éric Nolot, Mathieu Hoc ? Est-ce que ce sont des fausses promesses ? Parce que là, vous citez 2 interventions. Il y en a une dans le cadre d'une campagne électorale et une autre où Emmanuel Macron parle à Valeurs Actuelles. Ah non, octobre 2017, il est déjà... Octobre 2017, il est président. D'accord, non, il est déjà président, excusez-moi.
Donc il annonce un programme. Enfin, il dit en fait ce qu'on veut entendre. Et il dit à Valeurs Actuelles ce que Valeurs Actuelles veut entendre. Un discours de fermeté. Il dirait peut-être pas la même chose, vous voulez dire, au journaliste de Mediapart s'il est interrogé par Mediapart. Exactement. C'est le caméléon. Je pense. Oui, alors là, vraiment, si on a bien eu un président caméléon, c'est bien Emmanuel Macron. J'en parle au passé. Il reste encore un peu de temps. Je pense que ça va être assez terrible. Mais je pense que il y a une déconnexion par rapport à ce que vivent les Français. Donc on fait des promesses en l'air. Et on ne veut pas voir que la non-tenue de ces promesses va se traduire par des drames à répétition. 01 80 20, il est 11h47 sur Europe 1.